La fascination exercée par les Moai sur les visiteurs de l'île de Pâques n'a d'égal que le mystère qui entoure leur construction. Et leur place est importante dans la compréhension de la civilisation pascuane et de sa disparition. Quelle était leur fonction? Comment les Pascuans faisaient-ils pour les transporter et les ériger? Et pourquoi se sont-ils arrêtés d'en construire? Imaginez que vous soyez un explorateur européen de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle qui débarque sur Rapa Nui. Deux éléments dans le paysage vous interpellent. Premièrement, il n'y a quasiment aucun arbre. Deuxièmement, vous observez des statues gigantesques qui sont disséminées sur toutes les côtes de l'île. Vous observez ensuite que les Pascuans survivent de presque rien. Vous en venez donc à la conclusion que la civilisation qui a construit ces statues a disparu. Maintenant, imaginez que vous êtes un Pascuan né à la fin du XIXe siècle. Votre peuple s'est presque totalement éteint, et sur tout le pourtour de votre île, vous observez de nombreuses statues qui sont couchées au sol. Personne de votre entourage et sur votre île ne peut vous dire comment ont été construites ces statues, ni qui les a construites. Pour l'anecdote, dans les années 50, Arne Skjosvold, un archéologue norvégien, a demandé au meilleur sculpteur pascuan de lui sculpter devant lui une statue en tuf. Ceux-ci ont alors commencé à tailler la statue de profil, en fait comme si elle était en 2 dimensions. Le savoir-faire s'était totalement perdu. Alors des légendes se forment. Un autre peuple serait venu sur l'île de Pâques pour construire les Moai, et vos ancêtres les auraient exterminés. Il s'agit peut-être de celui dont on a parlé dans la vidéo précédente. Le mystère est donc total. Au début du XXe siècle, personne ne sait ni comment ni pourquoi les statues ont été construites. De là naissent les théories des plus folles aux plus raisonnables. Examinons-en quelques-unes. Pour commencer, on peut déjà balayer les questions sur une origine extramuros des Moai. En effet, sur les 887 statues qui sont visibles sur Rapa Nui, 833 ont été sculptées dans le tuf de Rano Raraku, un des volcans de l'île. Pour le reste des statues, elles proviennent de roches basaltiques qu'on retrouve aussi sur l'île. Ces statues ne sont pas non plus une complète anomalie dans le monde polynésien. En effet, on retrouve de grandes statues des tikis sur Rai Vavae, une des îles australes. Ces statues font presque 3 mètres de hauteur et on y retrouve les mêmes caractéristiques que celles des Moai de Rapa Nui. Un front épais, un visage et un menton proéminents, des mamelons proéminents, des bras légèrement repliés sur le côté et les mains tendues vers le bas du ventre, ainsi que des oreilles longues et stylisées. Une fois sculpté, un Moai est soit laissé sur place à Rano Raraku, soit emporté pour être posé sur un naou, ces structures en pierre qui servaient de sépulture, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ainsi, sur les 887 statues observées sur l'île, environ 400 sont restées à Rano Raraku et n'ont donc jamais été déplacées. Pour les autres, elles sont disposées sur des éhous et peuvent recevoir une coiffe en scorie rouge, un pukao et des yeux en corail blanc. Placés là, les Moai avaient plusieurs rôles en fonction de la communauté auquel ils appartenaient. Et il est même probable que ces rôles aient changé au sein même d'une même communauté. Il s'agit ainsi de rendre hommage à certains ancêtres qui sont en quelque sorte déifiés et à certaines divinités. Les morts qui étaient enterrés à proximité des Awu sont trop peu pour représenter la totalité des communautés auxquelles ils appartenaient. Ils ont donc été sélectionnés selon des critères propres à ces communautés. Du chef, le hariki, à l'artisan habile, en passant peut-être par le pêcheur ou le constructeur de pirogues, comme sur les îles de la Société. Les Moai sont donc des divinités domestiques ou spécialisées qui sont relatives à leur communauté. Et par ailleurs, ils n'étaient pas destinés à être intangibles et éternels, et ont parfois été recyclés par exemple dans la construction d'un nouvel aou. D'autres ont été emportés pour être placés autre part, et certaines plateformes ont même carrément été abandonnées. On ne comprend pas encore tout à fait l'importance ni la raison exacte de ce cycle de reconstruction régulier des Awu et des Moai, mais il est certainement lié aux évolutions de la société pascuane. On sait donc que les Moai ont été transportés de Rano Raraku jusqu'à leur Awu et parfois même jusqu'à un autre Awu. Déterminer alors de quelle manière ont été transportés ces Moai depuis la carrière de Rano Raraku jusqu'aux différents endroits dans l'île est très important pour comprendre l'ampleur que cette tâche représentait pour les Pascuans. Cette analyse nous permet de savoir quelles étaient les ressources nécessaires. De combien de Pascuans on avait besoin, s'il fallait les nourrir, les loger, et pendant combien de temps. Autant de données cruciales en fait dans la compréhension du déclin de la civilisation pascuane. Le problème du transport se simplifie déjà si on prend en compte que les statues qui ont été laissées à Rano Raraku n'ont jamais été conçues pour être déplacées. Des fouilles ont ainsi mis en évidence que des trous avaient été creusés à dessein pour y enterrer les statues et ainsi les stabiliser à la verticale. Selon une première théorie, les autres statues qui font entre 3 et 6 mètres de haut auraient été transportés à même le sol ou sur un traîneau. Mais il aurait fallu des centaines d'hommes en fait pour combattre la friction qu'une telle charge peut créer sur le sol. Sans parler des dégâts qu'une telle méthode de transport peut engendrer sur des statues en tuf, qui restent assez friables. Un transport à même le sol est donc à proscrire.
En 1955, les scientifiques de l'expédition archéologique norvégienne de Thor Heyerdahl ont attaché une statue de 4 mètres de haut en position horizontale sur un traîneau en forme de Y. Des cordes étaient attachées à ce traîneau en bois et entre 75 et 180 personnes ont tiré cette statue sur quelques mètres. Une fois le moai acheminé, il faut le relever. Thor Heyerdahl a donc mené une expérimentation de levage sur une statue de 25 tonnes. Il a fallu environ 20 jours à 12 pascuons pour lever cette statue petit à petit. Pour cela, ils se sont aidés d'un système de levier en glissant pierre après pierre sous le moai pour l'élever. Un système de rampe en terre permet ensuite d'acheminer un morceau de scorie rouge sur la tête du moai afin d'y sculpter sa coiffure. Cette méthode est donc possible, mais les pascuons ont sûrement utilisé une méthode moins coûteuse en énergie et en ressources, les ressources de l'île n'étant pas illimitées. Par exemple, ils auraient pu faire marcher les statues. C'est une étude de Carl Lipo et Terry Hunt, parue en 2011, qui a montré la possibilité d'une telle méthode de transport. Et cette méthode est en fait en accord avec certaines traditions orales des pascuons qui évoqueraient des statues qui marcheraient toutes seules depuis la carrière jusqu'à leur raout. Alors comment s'y prend-on pour faire marcher une statue de plusieurs mètres de haut sur plusieurs kilomètres? Un habile jeu de balancier réalisé par 3 équipes à l'aide de cordes permet d'imprimer un simili-mouvement de marche à la statue et d'ainsi la faire progresser peu à peu. Durant cette expérience, un groupe de 18 personnes a pu déplacer une réplique d'une statue de 3 mètres de haut et 4,4 tonnes sur une distance de 100 mètres en moins d'1 heure. Un petit groupe de pascuants aurait donc pu transporter ces statues sur quelques kilomètres en quelques semaines seulement. D'autres indices viennent renforcer cette théorie, notamment la forme de la base des statues, qui est en fait plate à l'arrière et un peu arrondie à l'avant, ce qui permet ce mouvement de balancier. Elles sont aussi taillées pour pencher vers l'avant lorsqu'elles sont dressées à la verticale, ce qui ne permet pas de les faire tenir par elles-mêmes. Par ailleurs, on peut retrouver des statues qui ont chuté à la verticale sur les chemins de transport des moaïs. Mais il y a un hic. Un des problèmes de cette expérience est qu'elle a été réalisée à Hawaï, sur un sol relativement plat et assez éloigné de celui qu'on retrouve sur l'île de Pâques. Par ailleurs, la statue était réalisée en béton, qui est autrement plus solide que le tuf de Rapa Nui. Certains archéologues ont aussi estimé qu'une statue déplacée à la verticale chuterait forcément si elle arrivait sur une pente de plus de 10 à 20 degrés, pente qu'on peut retrouver sur Rapa Nui. On peut se demander alors pourquoi les pascuants auraient utilisé une méthode aussi hasardeuse pour le transport de statues qui demandait tant de travail à réaliser. La solution est peut-être ailleurs. Selon l'archéologue belge Nicolas Caux, l'hypothèse la plus probable est que ce sont les blocs de tuf qui ont été déplacés de cette manière. Les statues étaient ensuite sculptées sur place. Le fait qu'on ait trouvé des moaïs inachevés à Ranoraraku serait en fait trompeur, et l'abandon brutal de la carrière n'en serait pas un. Il est le résultat d'un long et lent changement de culte dans la société pascuane, qui à l'arrivée des Européens vénérait le dieu Makemake, qui était le point focal du culte de l'homme-oiseau. Une fois par an, un Hopu, un serviteur en quelque sorte, est désigné par son clan pour aller chercher sur l'îlot Motonui un œuf de terne Maoke ou Manutara, et pour le rapporter à son chef, le Hariki, qui va devenir le personnage le plus important de l'île pendant 1 an. Au cours de la période de transition entre les deux cultes, les Aous furent peu à peu fermés par les pascuants par des petits monticules de pierre, et les moaïs furent peu à peu mis à terre. Le processus fut très long. La dernière statue observée debout sur une plateforme le fut par l'amiral français Dupetit-Thouars en 1838. Durant le même temps, la carrière de Ranoraraku a peu à peu été fermée. Son exploitation a duré 4 siècles environ, entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Des statues avaient été disposées au préalable le long des chemins qui amenaient jusqu'au volcan, pour en quelque sorte impressionner les visiteurs. L'opération de fermeture a débuté par l'implantation de statues gigantesques dans des fosses profondes, comme pour garder les carrières. Ces premiers moaïs gênent en fait la descente d'une future production de Ranoraraku. Plus haut sur les falaises, une multitude de moaïs furent couchés dans tous les sens pour gêner encore plus la construction de futurs moaïs. À la fin, les carrières furent remplies d'ébauches de moaïs plus ou moins achevées, qui terminèrent le travail de condamnation de Ranoraraku. Dès lors, un tabou entoure le volcan. Pour preuve, aucun explorateur européen ne fut emmené pour visiter la carrière, et aucun ne l'aperçut avant 1869. Cette lente évolution de la religion pascuane n'est pas encore totalement comprise par les chercheurs, mais elle coïncide avec le début de la fin pour cette civilisation.